Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Le thème de l'après-midi, c'était de comment valoriser les activités utiles. Et donc, je vais commencer par un pas de côté en se disant ce qu'a fait, en s'interrogeant sur le combat principal mené par l'Organisation internationale du travail et l'OIT depuis plus de 100 ans. Il faut se rendre compte que la lutte pour le droit des travailleurs a été une lutte de longue haleine qui a commencé dès 1790. En 1790, c'est à ce moment-là qu'on enregistre le premier boycott qui a été lancé par une Anglaise, Elizabeth Hayrick, qui voulait à l'époque lutter contre le sucre de sang qui était produit aux Caraïbes par esclavage et qui était ensuite importé par la Compagnie britannique des Indes orientales au Royaume-Uni. Donc on se rend compte que les premiers mouvements sociaux qui ont cherché à poser de la question de la dignité au travail remontent à la fin du XVIIIe siècle. Lorsque l'OIT est constituée en 1919, dans sa constitution, dans le préambule, il est écrit qu'une paix universelle et durable ne peut être que fondée sur la base de la justice sociale. Et aussi, l'OIT annonce dans son préambule que l'enjeu est que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. En se disant donc que les conditions de travail dans un pays influencent les conditions de travail sur l'ensemble de la planète. Et donc l'OIT part de ce constat pour ensuite publier des conventions, comme vous le savez, des conventions, la première étant adoptée en 1930 sur le travail forcé. Après, on se rend compte que les mouvements pour la dignité au travail continue. Quelques exemples, par exemple, avec la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui donne lieu à de nombreux appels au désinvestissement et au boycott dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que cette lutte pour les droits des travailleurs est loin d'être acquise. Au sein du G20, donc le G20, c'est 2/3 de la population mondiale, 80% du commerce international et 90% du PIB mondial. Donc, c'est 19 pays du G20, parce qu'il y a 19 pays au G20, qui représentent une part extrêmement importante de l'économie mondiale. Seulement 9 de ces 19 pays ont signé toutes les conventions fondamentales de l'OIT. D'où cette idée que c'est un combat qui est encore à mener, et on l'a vu encore avec le Rana Plaza, vous savez, cet immeuble qui s'est effondré en 2013, dans lequel ont péri 1137 travailleuses de l'industrie textile au Bangladesh. On a vu à ce moment-là qu'aucune des grandes marques occidentales qui sous-traitaient leur production dans cet immeuble au Bangladesh, aucune n'avait été inquiétée en justice. Et à ce jour encore, aucune marque occidentale n'a été jugée comme complice du crime qui a été commis au Rana Plaza. Donc, pour rappel, cet immeuble avait commencé il y avait des fissures dans le bâtiment. Un jour, le lendemain, les travailleuses reviennent et voient que les fissures se sont agrandies. Et là, le responsable du bâtiment leur a dit « Si vous ne rentrez pas dans le bâtiment pour travailler, vous êtes virés ». Les personnes sont rentrées. À ce moment-là, il y a eu une coupure d'électricité. Les générateurs qui étaient sur le toit du bâtiment, ce qui est interdit dans la législation au Bangladesh, se sont mis en marche et en vibrant, ont fait s'écrouler le bâtiment. Et donc c'est vraiment un acte de nature criminelle, et aucune des entreprises qui y sous-traitaient sa production n'a été inquiétée. Donc l'enjeu aujourd'hui, et surtout un autre point important à noter, c'est que ce bâtiment du Rana Plaza avait été audité quelques semaines auparavant et avait été certifié conforme par un cabinet d'audit international. Donc l'enjeu aujourd'hui vraiment, c'est de réussir à imposer un plancher social et environnemental pour s'assurer qui s'applique à toutes les entreprises et qui s'applique à la surface du globe, donc dans tous les États, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de course au moins-disant sociale et pour s'assurer que les entreprises soient vraiment contraintes de faire appliquer, de respecter les droits humains. Cette obligation, elle est aujourd'hui très bien reconnue en droit international, notamment par les principes directeurs des Nations Unies, qui en 2011 ont statué par consensus au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies que le respect des droits de l'homme était une obligation absolue pour toutes les entreprises. À ce jour, on a plusieurs processus qui montrent que la lutte pour un travail décent et pour le respect des droits humains au travail reste
quelque chose à accomplir, mais qui progresse. On a en France la loi de devoir de vigilance qui a été adoptée en 2017, qui est connue par le grand public comme la loi Rana Plaza, qui est une loi qui permet justement de relier la maison mère, donc par exemple le siège social d'une entreprise française, est désormais tenu juridiquement responsable des actes commis par ses filiales et par ses sous-traitants à l'étranger. Donc cette loi française sur le devoir de vigilance constitue une première pour s'assurer que les multinationales soient responsables devant la justice des actes commis dans leur chaîne de valeur. On a aussi des débats en cours pour adopter une directive européenne sur ce sujet. Et depuis 2015, on a des négociations à l'ONU pour adopter un traité sur les droits humains et les entreprises multinationales. Donc on voit là que ce bref retour en quelques minutes pour vous montrer que depuis la création de l'OIT, et même auparavant, on a cette volonté et cette lutte et ces mouvements sociaux, les combats syndicaux menés par l'OIT, la Confédération syndicale internationale, etc., qui tous et toutes travaillent pour l'amélioration des conditions de travail et pour le respect des droits humains au travail. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que un des grands angles morts de ces combats-là, c'est celui du sens qui est donné au travail. C'est-à-dire que dans tout ce que je vous ai évoqué, dans toutes ces différentes batailles qui sont menées, on parle du respect des droits humains au travail, mais on ne s'interroge pas, ou très peu, au sens de l'activité qui est déployée dans cette enceinte. Pourtant, cette question n'est pas complètement absente, même des travaux de l'OIT. Dans la déclaration de Philadelphie de 1944, donc la déclaration de Philadelphie qui a été adoptée à la suite de la Seconde Guerre mondiale par l'OIT à Philadelphie et qui a permis à l'organisation de se renouveler et finalement de perdurer après l'échec donc de la Société des Nations. Cette déclaration de Philadelphie commence par des mots extrêmement forts qui dit « Le travail n'est pas une marchandise ». Et à partir de là, on se rend compte qu'en posant ces quelques mots du travail qui n'est pas une marchandise, le travail gagne un statut différent que celui du simple échange et de la transaction qui peut être validé par un contrat. Le livre de David Graeber, donc, que je vous ai ramené, qui est disponible en français ici, vous en avez peut-être entendu parler donc, dans pas mal de médias, il y a eu beaucoup de recensions du livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage vraiment vivement à le lire. Le livre de David Graeber permet, dans un style extrêmement limpide, clair et plaisant, de combler cet angle mort, ou en tout cas d'en poser quelques questions, et surtout ça marque un tournant majeur dans cette réflexion sur ce que c'est que la dignité au travail. L'OIT, grâce à ses 200 conventions, les Nations Unies, le travail au Conseil des droits de l'homme, la loi sur le devoir de vigilance, le traité en cours de négociation à l'ONU, participent tous de la construction d'un plancher social universel pour les droits au travail, mais cette question du sens est très peu abordée. Pourtant, David Graeber commence dans son livre par une statistique qui mérite d'être citée ici, c'est que dans un sondage réalisé au Royaume-Uni, 40% de la population, 40% des employés interrogés considéraient leur travail comme inutile, voire comme néfaste à la société. Alors, quand on parle de la façon dont les gens ressentent leur utilité au travail et à la dimension psychologique du travail, on pense souvent au burn-out. Alors le burn-out qui est analysé par certaines personnes comme la maladie du don. La maladie du don étant donc le burn-out dans cette perspective-là étant analysé comme le moment où les personnes souffrent de ne pas réaliser leur activité comme ils souhaiteraient le faire. Et ça a été l'un des grands enjeux autour du cas des suicides, c'est Orange, avec beaucoup de témoignages qui disaient que les gens souffraient de ne pas pouvoir réaliser leur travail de façon aussi méticuleuse et aussi parfaite que ce qu'ils souhaitaient en faire. Mais aussi, on parle aussi du bore-out, du brown-out, de l'ennui, etc. Et David Graeber, en page 15, explique que tous ces différents syndromes
Le constat que pour 40% des gens interviewés, leur travail était inutile, constitue, je cite, une situation de violence psychologique incroyable. Comment parler de dignité au travail si l'on estime en son fort intérieur que son job ne devrait pas exister? Et plus loin, dans l'introduction, il explique, et ça c'est un article aussi qui avait été publié dans le Guardian, en anglais donc, qui s'appelait « The Revolt of the Caring Classes ». Il explique que qu'il y a un paradoxe fondamental dans l'économie contemporaine, qui est le suivant, je cite, « La règle générale semble être que plus un travail bénéficie clairement aux autres, moins il est rémunéré. » Et donc, son essai dans le Guardian est de dire qu'aujourd'hui, ce à quoi l'on assiste, et donc typiquement le mouvement des Gilets jaunes pourrait en être une illustration, c'est un mouvement dans lequel les caring classes, donc les personnes qui font le travail du care et le travail qui a la plus forte valeur sociale, sont ceux qui ont les plus bas salaires, et qu'au contraire, les plus hauts salaires sont ceux qui ont l'utilité sociale la plus faible. Alors, bien évidemment, dans le contexte du colloque auquel nous participons toutes et tous, on peut s'interroger, face à l'urgence climatique et écologique, la question qui se pose est celle de la joie que l'on éprouve au travail et de la joie que l'on va éprouver en ayant un impact sur la société, c'est-à-dire en se sentant utile. Puisque donc Graeber part de ce constat dans le bullshit jobs, qui est que les gens trouvent leur travail inutile, voire néfaste. Alors, dans cette quête de sens au travail, Laudato Si, l'encyclique du pape, pose un critère supplémentaire, c'est que tous les secteurs économiques ne se valent pas. Alors, le pape, dans Laudato Si, parle par exemple du secteur des énergies fossiles, de la pub, on pourrait rajouter le secteur des pesticides ou de l'armement, tous ces secteurs qui, depuis les Quakers ou plus récemment avec la prise de conscience sur l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique, montrent qu'il y a des secteurs d'activité qu'il faudrait exclure des portefeuilles d'investissement et qu'il faudrait donc à terme voir disparaître. Ce que Laudato Si nous montre donc, c'est que le PIB, tout point de PIB n'est pas socialement ou écologiquement équivalent et qu'il faut donc se poser la question du sens de l'indicateur du PIB. Mais dans le travail, on peut se poser cette même question qui est: tout travail est-il par essence bon à promouvoir? Est-ce qu'un travail, comme le dit David Graeber, qui est nuisible à la société ou qui détruit la psychologie et l'être qui doit fournir ce travail qu'il trouve inutile, ce travail doit-il exister? Doit-il être promu en tant que tel? Est-il bon de se dire qu'il n'y a pas de chômage, mais une société dans laquelle 40% des gens considèrent leur travail comme indigne? Et surtout, donc, la question qui se pose, c'est comment certains emplois ont-ils une valorisation qui est déconnectée de leur impact social et environnemental? En gros, la question est de comprendre comment certains emplois inutiles à la société ou néfastes à la société sont promus et reconnus socialement, tandis que d'autres, utiles dans une perspective de transition écologique et solidaire, sont discrédités. Et alors, pour répondre à cette question et pour nous aider à comprendre comment est-ce que la valeur du travail est construite socialement et comment les gens qui fournissent un travail construisent un schéma qui donne sens à leur travail, nous accueillons donc Sébastien Stanger, enseignant-chercheur à l'ISG et à la Sorbonne, qui a réalisé une thèse de sociologie à HEC et qui a mené une longue enquête ethnographique dans des grands cabinets d'audit, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte et KPMG. Cette thèse qui a reçu le prix de la meilleure thèse en sciences sociales du journal Le Monde, a été publiée au PUF, si je ne me trompe pas, et est intitulée « Au cœur des cabinets d'enquête, au cœur des cabinets d'audit et de conseil ». Elle a été largement commentée par sa façon et donc largement mise en valeur pour sa façon qu'a ce travail de thèse de décrire les processus de valorisation du travail et d'un travail que les acteurs eux-mêmes considèrent comme apolitique et qui donc pose question au moment où une transition sociale et écologique doit être entamée. Et donc Sébastien, merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence et de nous aider à cheminer dans ces réflexions. Merci Swan.
Alors, désolé de ne pas être David Graeber, mais j'ai accepté au pied levé de le remplacer et j'espère que je vous dirai sur la base de mon enquête et de mon travail universitaire des éléments d'analyse qui pourront vous intéresser dans le cadre des questions que vous vous posez sur le sens du travail. Et de ce point de vue, je vais prendre peut-être un peu le contre-pied de David Graeber, ou en tout cas avoir une approche un peu complémentaire, puisque ce que je vais essayer de vous dire ou de mettre en avant, c'est l'idée plutôt finalement que le sens du travail n'est pas forcément au cœur des préoccupations des élites économiques que j'ai étudiées, même si ça peut être un peu plus complexe. Et là-dedans, je veux souligner justement aussi le rôle de la socialisation scolaire, de la compétition pour les postes et le rôle que cette socialisation scolaire, que cette compétition peut avoir sur le sens du travail, les effets pervers que ça peut avoir, puisque je vais essayer de montrer que voilà, le principe le plus important devient de gagner et que finalement, au détriment d'un façonnement réfléchi de leur conduite ou de conviction personnelle, et les finalités du travail dans ce cadre peuvent devenir secondaires. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de présenter. Alors, je vais parler essentiellement des élites économiques dans un contexte où, en effet, elles sont critiquées, contestées, dans un contexte de crise économique, écologique, financière, et où on s'interroge sur la capacité à faire évoluer un monde du travail qui est perçu comme étant aujourd'hui compétitif, impitoyable, ou en tout cas parfois violent. Et l'actualité nous le rappelle avec le procès, par exemple, de France Télécom en ce moment. Alors, dans une crise sociale aussi, où effectivement ces élites elles sont d'autant plus contestées qu'on a pu voir ces derniers mois, en tout cas en France, que la plupart des interprétations à la crise sociale, par exemple, elles tendaient à opposer des élites économiques des grandes métropoles urbaines connectées aux richesses et aux ressources de la mondialisation, composées essentiellement de cadres supérieurs, et à l'opposé, voilà, d'espaces périphériques et ruraux où résideraient davantage des personnes reléguées et victimes d'un accroissement des inégalités. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, justement, voilà, c'est, au fond, on connaît, on a beaucoup parlé, bon, des gilets jaunes, par exemple, mais on connaît assez peu finalement le regard que les élites économiques, que je vais préciser, portent sur elles-mêmes et la façon dont elles envisagent leur propre place dans le monde, leur rôle ou leur responsabilité, en tout cas. Alors, j'ai eu l'occasion, donc, dans le cadre d'une enquête, de regarder plus précisément cette élite économique et le sens qu'elle donne à son travail, et donc en particulier les cadres des cabinets de conseil. Alors, si mon analyse ne vaut pas pour toutes les catégories socio-professionnelles, je pense qu'elle peut être néanmoins élargie et peut avoir de l'intérêt au-delà des cabinets de conseil. Mais peut-être et sur la façon dont voilà, cette élite peut justifier son rôle et les effets de son travail ou le pouvoir dont elle dispose. Mais peut-être quelques mots sur ces cabinets, si vous ne sont peut-être pas complètement familiers. Donc il s'agit pour les plus gros de cabinets internationaux implantés dans la plupart des pays, donc cabinets de conseil dits Big Four, par exemple, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, je ne sais pas si ça vous dit, ces noms sont familiers, ou aussi d'autres en cabinets de conseil en stratégie, qui sont par exemple le cabinet McKinsey, le Boston Consulting Group ou Bain. Alors,
Ces cabinets sont pas forcément connus du grand public, mais ils sont en réalité très importants dans le monde des affaires et très influents. Et ils le façonnent à la fois directement via leur activité de conseil aux entreprises et au secteur public. Je crois que par exemple en Allemagne, il y avait eu des enquêtes récemment qui étaient parues où McKinsey est un prescripteur très important de politique publique et d'organisation des services publics. Et donc à la fois, voilà, ils influencent le monde économique directement, mais aussi indirectement, on peut dire, en plaçant leurs anciens salariés à des postes de direction des grandes entreprises, publiques ou privées d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue, on a pu dire par exemple que le cabinet McKinsey était une usine à CEO, une usine à PDG, et on observe de même quantitativement que la part des dirigeants d'entreprises issus de ces cabinets croît au détriment des carrières traditionnelles internes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'étudier ce groupe social, c'est pas se cantonner à un univers restreint et peu significatif. En réalité, il s'agit, on pourrait dire, d'un nouveau lieu légitime de fabrication des dirigeants. Et peut-être effectivement qui prend le pas sur la fabrication plus traditionnelle des dirigeants, alors qu'on continue par exemple à mettre les projecteurs dans l'actualité française, en tout cas sur l'ENA. On pourrait observer progressivement que voilà, les nouvelles formes de légitimité sont issues de cet univers-là. Et je pense, on a pu l'évoquer par exemple lors des élections législatives françaises. On observait par exemple dans l'Assemblée nationale que le nombre de députés issus, cadres supérieurs issus de grandes entreprises avec des expériences dans ces cabinets, pour certains, était plus important, et donc avec une proportion plus importante de diplômés d'écoles de commerce. Voilà. Donc c'est bon, en tout cas. Voilà, à la fois un lieu de pouvoir objectif et j'ai envie de dire aussi un lieu de pouvoir symbolique, parce que on considère en sociologie évidemment que l'élite économique a aussi un pouvoir d'imposition de la norme, de ce qui est légitime, de ce qui est censé. Donc ça peut nous intéresser pour qu'est-ce qu'on considère comme étant important dans le travail, en tout cas. Donc voilà pour quelques éléments de contexte peut-être, et à noter évidemment aussi que ces cabinets, que ce soit en France ou à l'étranger, recrutent dans les diplômés des meilleures universités mondiales ou des meilleures écoles de commerce. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'observation de ce groupe social ? Comment ils envisagent l'utilité ou le sens de leur travail ? Alors, je vais d'abord évoquer deux points qui m'ont frappé. Le premier point qui m'a frappé, on pourrait dire, dans cette enquête, c'est la croyance fondamentale que cette élite économique, ce groupe social, partage dans les vertus de la méritocratie. On a, par exemple, l'idée fondamentale dans les gens que j'ai rencontrés, la conviction qu'il est nécessaire et légitime de hiérarchiser et de distinguer les individus entre eux et donc de rétribuer les plus méritants différentiellement sur le modèle de la compétition scolaire dont ils sont sortis vainqueurs. Donc ainsi est privilégié un type de justice dans laquelle des dénivelés importants de rémunération sont justifiés du moment qu'ils reposent sur le mérite. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle le modèle du winner take all. Et effectivement, à l'entrée déjà, l'arrivée dans ces cabinets, le salaire d'entrée dans ces cabinets vous place d'emblée dans les 3% plus riches de la population française, à peu près 70 000 euros. Mais pour les partenaires de ces cabinets, les salaires sont considérables et ils sont plus d'1 million d'euros. Donc, en tout cas, il y a l'idée que le meilleur va décrocher le gros lot.
Et cette compétition est d'ailleurs le fil conducteur du modèle de carrière que ces cabinets ont mis en place et qu'ils appellent le upper out system. Et qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus dans d'autres entreprises par diffusion, par capillarité. Donc qu'est-ce que c'est ce système qu'ils appellent upper out? C'est l'idée que chaque semestre, les salariés d'une même cohorte sont évalués et classés les uns par rapport aux autres. Il y a des sortes de comités d'évaluation qui se réunissent tous les 3 mois et tous les 6 mois, qui classent les individus en fonction de leurs notes les uns par rapport aux autres, et les meilleurs sont promus, tandis que les moins bons sont invités à quitter le cabinet. Donc ça, upper out. Et donc au terme de ce parcours d'une dizaine de grades, les meilleurs peuvent espérer être cooptés en tant qu'associés du cabinet, c'est-à-dire des propriétaires du capital de l'entreprise. Donc, la compétition méritocratique est un principe régulateur des conduites qu'on retrouve dans plein d'aspects. Le salaire, par exemple, varie en fonction du diplôme. Ils peuvent vous dire, voilà, c'est normal, celui qui a fait Polytechnique a travaillé plus, donc mérite plus. Et on trouve même d'autres phénomènes qui illustrent ça. Par exemple, j'ai souvent observé que les femmes, par exemple, refusaient des dispositifs d'accompagnement type discrimination positive au nom de cet extrémisme méritocratique, qui leur est pourtant en réalité objectivement défavorable, puisque 15% seulement des associés sont des femmes, alors qu'elles représentent 50% des effectifs à l'entrée. Donc j'avais par exemple des associés, il y avait une proposition pour, dans ce cadre de notation permanent, harmoniser artificiellement les notes des femmes sur celles des hommes, puisqu'elles étaient en réalité moins bonnes, et ça a été refusé par les associés femmes, par exemple. Donc il y a une espèce d'extrémisme méritocratique. Alors, là-dessus, juste un point, c'est évidemment, c'est assez intéressant parce que, justement, à la fois, il y a ce principe méritocratique comme principe régulateur, c'est-à-dire ces salariés sont dans l'attente vis-à-vis de l'entreprise qu'elle se comporte, on pourrait dire, presque comme une institution publique qui doit récompenser la performance et le mérite. Et dans la réalité, souvent, il y a une espèce de désenchantement parce que, évidemment, c'est pas des institutions publiques, c'est pas donc la performance objective est difficilement mesurable, et donc on constate dans les faits que les promotions sont, comme dans beaucoup d'endroits, politiques, subjectives, et donc là, on a souvent un premier désenchantement quand ce principe méritocratique est un peu heurté, et ça va nous intéresser justement par rapport au sens du travail, parce qu'à ce moment-là, on va avoir déjà du coup un élément de l'adhésion au travail qui peut venir s'effondrer et ne pas avoir d'autre chose sur lequel asseoir l'engagement dans le cabinet. Une fois que la compétition méritocratique, on n'y croit plus, en quelque sorte. Donc voilà, une méritocratie, mais imparfaite, évidemment, puisque les relations qu'on va nouer, en réalité, sont importantes, et donc on est à la fois sur un modèle de compétition méritocratique un peu type scolaire, mais à la fois sur un modèle de cooptation où l'entreprise, elle n'est pas attachée elle n'a pas d'obligation de justice méritocratique, donc elle peut coopter qui elle veut, en quelque sorte, si elle veut. Donc ça, c'est ce premier paradoxe, on pourrait dire, qu'on peut observer sur cette exigence méritocratique. La deuxième observation que j'ai faite et qui découle un peu de la première, c'est d'abord l'idée qu'on a que c'est des salariés et une élite économique qui travaille et qui se définit par son travail. On est loin de ce que un sociologue américain au XIXe siècle, Thorstein Veblen, appelait la classe de loisirs, pour laquelle le travail était considéré comme étant indigne de l'homme accompli dans les couches supérieures, dans les classes supérieures. Et là, en réalité, on peut voir, que ce soit chez McKinsey ou dans les autres cabinets, les rythmes de travail sont extrêmes, souvent plus de 80 heures par semaine. Les nocturnes sont fréquentes, et on a l'idée que la capacité à résister au stress, à la pression, aux épreuves, constitue une morale professionnelle qui manifeste l'appartenance
à une élite sélective et supérieure. Donc, ils vont dire, voilà, un consultant qui dit « on me dit que je suis fort parce que j'encaisse bien », ou « tu es vu comme un héros quand tu es capable de faire face à une grosse masse de travail ». Ceux qui ne peuvent pas tenir cette pression abandonnent, et je donne souvent l'exemple parce que, un peu paradigmatique qu'il y avait eu dans la presse de cette espèce d'éthique du travail très particulière, finalement, un peu extrême aussi, qui était dans les banques d'affaires, dans les banques, mais qui sont des environnements similaires en fait, on pourrait élargir. Et il y avait eu en 2013, on avait un jeune stagiaire de la banque Merrill Lynch était mort après 3 nuits blanches d'une crise d'épilepsie à Londres. Et ça avait mis en lumière justement les rythmes de travail dans ces entreprises. Et notamment, la presse avait révélé qu'il était adepte de ce que les banquiers appellent la pratique du magic roundabout, qui consiste à prendre un taxi pour rentrer chez soi à 4 heures du matin après le travail, à faire attendre le taxi en bas, prendre sa douche et repartir au travail. Donc, cette force physique et morale valorisée dans ces entreprises, comme étant le signe d'une supériorité sociale, ça peut nous surprendre parce que on met souvent plutôt en avant l'idée qu'on aurait une génération Y plus en attente d'un meilleur équilibrage vie privée, vie professionnelle, ou cette espèce de force physique, c'est plutôt des éléments de valeur qu'on peut attribuer traditionnellement plutôt à la force de travail ouvrière. Alors ici, pour l'expliquer, moi j'évoque l'idée d'abord qu'on retrouve dans cet investissement hors norme la marque des rituels ascétiques propre à la fabrication de l'élite, avec l'idée finalement que l'ascèse et la résistance aux épreuves sont vues comme des affirmations publiques de la maîtrise de soi qui donnent droit à la maîtrise des autres. Et de ce point de vue, bien entendu, ces cabinets ressemblent en quelque sorte au boarding school de l'Angleterre victorienne, ou on pourrait dire aux internats de samouraïs, ou plus précisément rappelle les classes préparatoires, par exemple, qui sont en France un dispositif particulier pour former scolairement les étudiants. Et donc on retrouve des apprentissages similaires. Et donc en tout cas, voilà, ça va un peu à rebours de cette espèce d'attention à l'équilibre professionnel. Et là-dessus, et moi je le retrouve pas. Et effectivement, que ce soit là ou même que ce soit dans d'autres univers professionnels, les banques, mais même aussi les start-up ou tous ces univers un peu à la mode. Il y avait plusieurs articles dans la presse, dans les économistes, qui mentionnaient en réalité l'addiction au travail, en quelque sorte, avec l'idée que la frontière, au contraire, est complètement abolie entre vie privée et professionnelle, ou que work is fun, enfin en tout cas l'idée d'obsession du travail. Et on peut rajouter aussi que cette obsession du travail, elle est liée aussi finalement à la croyance méritocratique, on pourrait dire. Parce que le travail, finalement, est un peu la fiction qui permet de justifier les réussites et les inégalités de performance. Il y a l'idée très forte dans ce public que le travail est vu comme une mise à l'épreuve de leurs valeurs personnelles, et du coup que les échecs ne relèvent que des individus. Et donc, en quelque sorte, ils réalisent des performances inégales dans la mesure où ils décident de travailler plus ou moins pour accomplir leurs performances. Donc il y a une sorte d'éthique profane du travail qui justifie ce mérite hiérarchisé. Alors, là encore, qui est une fiction, parce que dans les faits, cette méritocratie n'est pas complètement opérationnelle, bien sûr. Enfin, il y a plein de limites. Alors, pour terminer, peut-être trois conclusions que on peut tirer de ces observations et sur le type de rapport au travail que cela produit, ces principes démocratiques presque que sont le mérite, le travail, la performance, etc. Alors, première conclusion. D'abord, et je l'ai un peu dit, il y a l'idée que ces salariés que j'ai observés, ils se perçoivent d'une façon
beaucoup plus individualisée et héroïque, et ils considèrent que la position qu'ils occupent est le résultat de leurs actions et de leur travail. Donc on a une culture qui à l'opposé d'une culture de classe basée sur la naissance, le privilège, au contraire ici est basée sur une réussite qui serait à la portée de tous. Et on trouve parmi ces consultants quelques exemples, mais anecdotiques, mais tangibles, de personnes issues de classe moyenne via l'ascenseur social. En conséquence, ça a une conséquence, c'est que l'entreprise, elle n'est pas envisagée comme un collectif au service éventuel d'un bien public, mais comme un simple distributeur d'utilité privée, où chacun cherche dans cette compétition à s'assurer individuellement une position sociale confortable, sans considération pour les finalités collectives. Donc c'est ça qui peut nous intéresser, c'est de dire, voilà, on a effectivement plutôt des salariés qui considèrent l'entreprise non pas comme un bien collectif, mais comme un distributeur d'utilité privée. Et ça, c'est intéressant parce que on pourrait retrouver ça aussi pareil vis-à-vis de l'école, par exemple, avec l'idée que l'école serait non pas un espace collectif d'acquisition d'une culture commune ou collective, mais comme un distributeur d'utilité privée, de diplômes permettant d'assurer une position sociale favorable. Donc là, dans le cadre des consultants, voilà, leur préoccupation, elle est essentiellement de penser au next step de leur carrière ou de trouver un travail reconnu. Et la transformation de ces expériences individuelles en expériences collectives est rendue d'autant plus difficile par le fait que ces salariés sont rivaux et qu'il n'y a pas d'ailleurs de syndicats ou de structures collectives. Alors, deuxième effet de cette méritocratie exacerbée que j'ai pu observer, deuxième conséquence, c'est justement l'idée que ces salariés ne se définissent pas par la finalité de leur travail ou de leur fonction, mais par leur position sociale. Et donc concrètement, c'est davantage le prestige et le souci de se démarquer de ses semblables qui définit le salarié que l'utilité même de son travail. Donc, du coup, après, j'essaierai de faire des choses plus positives pour voir comment comment on peut intéresser les gens au sens au travail. Mais en tout cas, là, ce qui me marquait effectivement, c'est la compétition, elle effaçait le sens du travail, parce qu'effectivement, l'important devient de gagner en quelque sorte. Ça n'aura pas un peu ce qu'on pouvait avoir même chez Max Weber dans son analyse de l'éthos capitaliste, avec l'idée que la recherche du signe du salut passe par la réussite professionnelle, mais en dehors de l'utilité propre du travail ou en dehors de convictions personnelles. Donc, ce que je note, c'est que le travail devient un mode privilégié d'expression du statut social et participe de la course sans limite à la distinction. Et le travail tend donc à être vécu comme un sport où, à défaut de conviction personnelle sur la valeur du métier, l'important est de gagner ou de réussir en quelque sorte. Et on peut dire, c'est d'autant plus, et pour faire un peu le lien avec Graeber, c'est d'autant plus fort ces logiques-là, c'est-à-dire le fait qu'ils se définissent davantage par le prestige de leur position, le sentiment d'appartenir à une élite, que par leur réalisation professionnelle. C'est d'autant plus le cas qu'effectivement, ce type de travailleurs, en effet, alors je dirais pas que c'est des bullshit jobs, loin de là, mais que leurs réalisations professionnelles sont assez abstraites, en effet. Dans le cadre des consultants, on a parfois le sentiment que l'utilité sociale du travail n'est pas palpable. Ils peuvent dire le but de mon métier, c'est d'être au service des actionnaires ou du capitalisme. Donc évidemment, ça fait pas sens. Ils sentent par ailleurs, pour autant,
ils sont pas fermés à la société, donc ils sentent que la société, elle demande de rendre des comptes par rapport aux différents types de crises qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, il y a cette perception que le travail qu'ils réalisent, effectivement, voilà, est abstrait. C'est des slides qu'on fait pour un client, parfois pour des raisons politiques, pour soutenir une décision interne. Donc, les résultats de leur travail sont pas forcément tangibles ou ils peuvent pas s'identifier à leur réalisation professionnelle, en tout cas. Alors, dernière conclusion pour terminer. C'est de dire aussi, et là ça rejoint un peu l'effet du sens, c'est que malgré tout ces logiques, elles sont ambivalentes, ces logiques de compétition, et le sens revient à un moment, si on le sort par la porte, il revient par la fenêtre en quelque sorte, mais c'est d'abord de dire, voilà, c'est cette morale professionnelle, c'est ce principe méritocratique, compétitif, on pourrait dire, il produit une morale favorable aux vainqueurs. Et même pour cette élite, ces principes ne s'exercent pas sans une certaine violence. C'est-à-dire, il y a des gagnants, il y a des perdants. Même si, effectivement, les consultants qui sont exclus ou quittent les cabinets ne se retrouvent pas relégués aux marges de la société. Ce modèle de compétition, à l'image de la compétition sportive ou scolaire, constitue pour ces salariés une épreuve, source de stress, d'anxiété et parfois de burn-out. Et effectivement, les tensions de ce modèle sont vues comme une mise à l'épreuve de leurs valeurs personnelles et sont cruelles pour les perdants qui sont renvoyés à leur propre responsabilité en cas d'échec, puisqu'ils reposeraient sur leur aptitude personnelle. Voilà. Donc, effectivement, on voit ça, et c'est ce que dans mon enquête j'appelle le jobard, avec l'idée que à un moment donné d'épreuve, justement, ou d'échec, le travail perd tout son sens. En tout cas, il peut y avoir des moments de rupture ou d'épreuves personnelles dans la vie qui fait que tout à coup, cette compétition dans laquelle on s'investissait face à des référentiels de valeurs alternatifs, elle s'effondre en quelque sorte. Donc, en tout cas, on pourrait croire que ces élites qu'on pourrait croire protégées par leur titre scolaire, elles continuent à s'imposer une compétition permanente dont l'élection est incertaine, et cela nous rappelle effectivement les effets darwiniens potentiellement des principes d'égalité et de mérite. Alors pour terminer, d'abord je voulais dire que on pourrait croire que ce phénomène est typique des élites françaises. En réalité, si on regarde à l'étranger, on trouve des enquêtes dans d'autres pays qui mentionnent au sein des élites économiques des phénomènes similaires. Je pense par exemple à Karen O, une anthropologue à Yale, qui, dans son anthropologie de Wall Street, décrit les banquiers comme des fondamentalistes du marché, soumis à des rythmes de travail hallucinants et désireux de travailler entre gens smart, diplômés des meilleures universités, et dans lequel le darwinisme social sont des normes projetées sur le reste de la société. De même, je pense pareil à un sociologue à Princeton, William Deresiewicz, qui a écrit un livre Excellentship, qui est très sévère avec justement les étudiants de la Ivy League, qui décrit comme étant uniquement en quête de statut ou de titre ou de crédentialisme, et qui ne réfléchissent pas à pourquoi ils font ce qu'ils font et qui sont vendus en quelque sorte à Wall Street ou à toutes les grandes entreprises. Donc, je pensais que cette enquête, en tout cas, pouvait éclairer le rôle des élites dans un contexte où elles sont remises en cause et où on s'interroge sur leur capacité à donner du sens au travail. Et par rapport à ça, les trois conclusions que je tire, c'est de dire, d'abord, effectivement, cette élite adhère à un extrémisme méritocratique, qu'elle s'applique à elle-même, et du coup que les organisations dans lesquelles qu'elle promeuve sont pas forcément des modèles de société où s'organise un vivre ensemble harmonieux. Et donc, il n'est pas sûr que ces élites économiques qui façonnent le monde des affaires sachent répondre aux questions qu'on se pose sur le monde du travail, en tout cas. Enfin, en tout cas, en rapport avec cette valeur de compétition méritocratique, en tout cas libérale.
Deuxièmement, effectivement, c'est un peu ce que j'ai dit, voilà, l'idée que l'entreprise n'est pas envisagée comme un collectif au service d'un bien public, mais comme un distributeur d'utilité privée où on cherche une position sociale. Et donc quand on les interroge, voilà, les consultants peuvent dire qu'ils cherchent à être stimulés, à challenger, mais ils ne se définissent pas en rapport, où ils sont au service de la performance d'entreprise, mais ils ne définissent pas forcément leur travail en rapport avec un sens extra-économique à leur travail. Et donc c'est cette performance économique, en tout cas aujourd'hui, et ils en ont conscience parfois aussi, elle ne suffit pas à les inscrire dans la société ou par rapport aux problèmes qui se posent. Et enfin, je dis aussi que ces élites, par ailleurs, ne comprennent pas toujours les critiques que la société leur adresse, car elles ont l'impression de travailler dur pour réussir, et ne voient pas pourquoi les autres ne devraient pas en faire autant, et sans percevoir pour autant toujours la violence symbolique que cette méritocratie exerce, et bien qu'elle génère aussi chez eux des frustrations et l'anxiété. Et c'est vrai que là, je pense, par exemple, ça avait été un peu intéressant aussi, lors des débats, qui avaient eu lieu en France suite aux manifestations de Gilets jaunes, le président Macron, par exemple, avait dit à des Gilets jaunes, ce que je suis, je ne suis pas fils d'eux, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, je l'ai obtenu par mon travail. Donc on retrouve là aussi ces principes-là et la façon dont ils structurent la perception de la réussite individuelle et donc de la réussite collective. Alors, pour terminer, en tout cas, je voulais peut-être souligner, et pour ouvrir ensuite le débat, ou te laisser la parole, que à rebours, en tout cas, on a pu voir, par exemple, et vous le savez, en France en tout cas, ces derniers temps, il y a eu dans plusieurs universités et grandes écoles des pétitions qui ont été signées par de nombreux étudiants qui, à rebours de ça, disaient vouloir renoncer à cette logique, en quelque sorte, à ces postes précieux dans les grandes entreprises pour aller vers des métiers qui ont du sens et qui répondent aux enjeux écologiques, économiques de l'époque. Donc j'espère que cette minorité pourra aller s'étendre et contredire ce que j'ai observé à terme, en tout cas. Voilà. Alors, je passe la parole à Louise Roblin qui fait une thèse en ce moment et qui pourra nous, sur ces sujets du sens du travail. Merci. Et je pense qu'on peut être très reconnaissant et admiratif de Sébastien Stinger d'avoir remplacé au pied levé David Graeber et de l'avoir fait si brillamment. J'en serais incapable, et comme beaucoup d'entre nous. Je voudrais partir d'un constat qui est le constat qui sous-tend ce colloque dans son ensemble, qui est tout simplement que le travail, nos activités humaines de production, notre dépense d'énergie de façon générale, ne sont pas orientés, en tout cas pas toujours, vers la construction d'un monde dans lequel chacun trouve une place digne de son humanité, dans lequel chaque être vivant est respecté en tant qu'être vivant, et dans une optique aussi de durabilité. C'est le constat premier, dont on a insisté assez là-dessus depuis hier. Je n'y reviens pas. Swan et Sébastien rappelaient en quoi c'est un problème systémique qui concerne l'orientation générale de notre économie, qui concerne la définition même que l'on donne au travail, et en particulier la définition et le rôle que l'on attribue à l'entreprise. Sébastien disait de cette formule marquante, distributeur d'utilité privée. Il a été dit aussi pendant ce colloque hier et aujourd'hui que l'aliénation dans le travail et l'aliénation du travail consiste en un oubli de l'humain et en une réduction de la nature à une matière inerte, comme disait hier Vandana Shiva. Donc cette double réduction de l'humain à l'homme efficace, on pourrait dire,
c'est-à-dire qu'il ne ressent plus que les exigences de l'efficacité qui vient se substituer à la fécondité. Donc la personne humaine est regardée comme une matière capable d'être transformée ou comme un outil dont on se sert, première réduction, et puis deuxième réduction, celle de la nature en une matière transformable. Dans les deux cas, la réduction découle du fait d'une prééminence de la logique de l'efficacité et du profit immédiat. Alors évidemment, les activités qui prennent soin des hommes et de la planète, il y en a. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'on est dans un système où l'entièreté du travail détruit la planète et détruit les hommes. Il y en a, mais il s'agit de savoir où elles sont. Et il me semble qu'elles sont dans 3 endroits principalement. Déjà, ce sont quand même beaucoup de nos emplois, c'est la partie visible. La remarque que l'on peut faire à cet endroit, c'est que ce ne sont pas les professions que l'on sait le mieux valoriser. Swann rappelait le constat de David Graeber à cet endroit. David Graeber aurait dit on observe une relation inverse entre l'utilité sociale et environnementale d'un emploi et sa rémunération. Qu'on pense aux enseignants, aux agriculteurs, aux métiers du care, etc. Ce ne sont pas des emplois que l'on sait vraiment bien valoriser, en tout cas financièrement. Donc, premier endroit dans lequel se trouvent nos activités utiles, dans nos emplois. Deuxième endroit, et je pense que c'est très important aujourd'hui de prendre conscience que le travail dépasse la sphère de l'emploi, puisque les activités à forte plus-value sociale et environnementale se situent aussi et beaucoup hors de l'emploi. Hier, Vandana Shiva prenait l'exemple très marquant des femmes en Inde qui ont su prendre soin de leur écosystème et de leur espace domestique. On peut ajouter à ça tout le travail associatif, l'éducation des enfants, le soin des écosystèmes par les communautés locales, et puis toute cette énorme masse du travail informel, c'est-à-dire du travail qui n'est pas cadré par un contrat de travail et par les normes internationales sur le travail, et qui est largement majoritaire, en particulier dans les pays du Sud. Ça peut monter dans certains pays jusqu'à 95% du travail. Alors vous aurez, si ça n'a pas déjà été le cas dans les sessions que vous avez suivies, les sessions parallèles, vous aurez des exemples de ces activités-là aujourd'hui, et je pense que vous en avez vu ce matin et hier. En tout cas, évidemment, il faut savoir valoriser ces activités-là. Valoriser, alors financièrement, pourquoi pas, en tout cas valoriser socialement, c'est sûr, même si elles ne sont pas sujettes à rémunération. Donc dans l'emploi, dans les activités hors de l'emploi, et puis aussi les activités qui sont orientées vers le soin des autres et de la planète, c'est-à-dire les relations qui sont centrées et orientées sur les relations, elles sont comprises dans nos activités de travail, dans nos emplois. Il se trouve que la rationalisation moderne du travail, c'est-à-dire la logique de la supply chain et donc l'accélération des rythmes de travail qui en découle, et puis aussi le système machinique qui a tendance à ne pas, enfin qui peut ne pas laisser respirer l'homme quand il est mal encadré. Cette rationalisation moderne cache complètement ces tâches-là dans nos emplois. Notre travail est quantifié, normalisé, rationalisé, si bien qu'on sait très bien valoriser la part productive de notre travail, la part productive et quantifiable de nos emplois, mais pas du tout toutes ces tâches invisibles qui n'ont aucun rapport avec ce qui nous est prescrit, mais qui font que le travail est un lieu qui augmente la dignité humaine parce que c'est un lieu de relation. Je vous invite à lire là-dessus l'excellent livre de Pierre-Yves Gomez qui s'appelle « Le travail invisible ». Pierre-Yves Gomez qui regrette beaucoup de ne pas être là aujourd'hui dans ce colloque en général. Mais « Le travail invisible », c'est vraiment un ouvrage qui nous a beaucoup inspiré dans toute la réflexion qui a conduit à ce colloque. Mais donc sur cette question du travail qui est invisibilisé dans nos emplois, on peut prendre par exemple un exemple un peu typique, mais l'exemple des manutentionnaires d'Amazon, donc qui ont des tâches prescrites qui sont très claires et qui sont de plus en plus rationalisées. Mais en fait, la plupart des études montrent que toute la multiplicité des actions très brèves et très répétitives
en fait, entraîne aussi l'attente du réapprovisionnement, la prise de palettes, l'édition d'étiquettes, le filmage des palettes, etc. Puis les dysfonctionnements, évidemment, toutes ces toutes petites actions qui ne sont pas comptabilisées dans leur travail, qui ne sont pas considérées comme des tâches qu'ils ont à faire, et qui sont pourtant indispensables, mais qui sont considérées comme non productives, donc ne faisant pas partie de leur travail. Donc tout ça est du temps masqué qu'on ne sait pas valoriser. Et donc cette invisibilisation de toutes ces tâches dans notre travail, dans notre quotidien, contribue à entraîner une perte du sens du travail, et puis la perte aussi de la vision collective d'un travail, puisqu'on est chacun dans sa bulle, quoi. Il n'y a plus du tout de valorisation de la relation. Et donc un travail qui est de plus en plus mal fait, puisqu'on n'a pas conscience qu'il est fait pour quelqu'un d'autre. Et donc aussi le chaînon d'après qui a parfois besoin de refaire la tâche qui a été faite avant, et donc une augmentation de ce travail invisible. C'est un cercle un peu vicieux. Et donc il importe de valoriser ces activités qui sont utiles, entre guillemets, qui sont en tout cas qui contribuent au bien commun et au bien-être social et environnemental, pour des raisons évidentes de construction d'un monde commun vivable, je ne vais pas insister là-dessus, mais aussi, on l'a déjà dit, parce qu'un travail utile est la clé d'un travail qui a du sens. Alors depuis quelques années, vous l'avez sûrement vu, il y a des études qui pullulent sur le bonheur au travail, le bien-être au travail, etc. Et souvent, c'est des études qui lient le bien-être au travail et la performance économique. Des études qui n'ont pas des conclusions absolument claires, mais souvent, dans l'esprit, on a l'idée que le bonheur des salariés est bon pour l'économie. C'est une idée qui s'est imposée, si bien que je lisais récemment au forum de Davos, donc là où tous les grandes figures de notre monde économique se rassemblent. En 2014, ils avaient été jusqu'à inviter Mathieu Ricard, que vous connaissez peut-être, qui est un moine bouddhiste, qui est considéré comme l'homme le plus heureux du monde, pour parler du bonheur, parce que c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte dans l'économie. Bon. Et puis vous avez sans doute aussi entendu parler de la multiplication des Chief Happiness Officers. Aujourd'hui en France, il me semble qu'il y en a plus de 1300 sur LinkedIn, et qui est une initiative qui fait débat. On ne sait pas tellement si c'est une poudre aux yeux ou si c'est vraiment un atout pour la performance des entreprises et la qualité de vie des employés. En tout cas, bon, on lie bonheur au travail, sens du travail et puis performance économique, ce qui ne me paraît pas très sain pour la vision qu'on a du bonheur d'absolument l'indexer sur la croissance économique. D'autant plus que, évidemment, la souffrance au travail est loin d'être un phénomène nouveau. Ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas uniquement la souffrance au travail, mais c'est aujourd'hui cette tendance lourde qui est la perte du sens, qu'il faut écouter comme un problème qui nous intéresse ici, qui est notre incapacité à mettre en valeur les activités utiles. Je veux juste souligner, puisque Sébastien Stinger a pris le contre-pied de David Graeber en disant il n'y a pas seulement le problème qu'on souffre des bullshit jobs, c'est-à-dire d'emplois inutiles, il y a aussi le fait qu'en fait nos élites économiques les choisissent. Je veux juste souligner que l'importance de cette perte de sens qui produit des maladies professionnelles graves, justement, je reprends ce que Sébastien a dit, est quand même moindre en France. David Graeber se base dans le monde anglo-saxon. Il y a une note de fin 2018 pour la Fondation Jean Jaurès qui a été écrite par Jérôme Fourquet, Alain Mergier et Chloé Morin qui rappelle que en France, on a tendance plutôt à indexer notre bonheur au travail sur des critères comme le prestige et le réseau et surtout la valorisation par l'effort, quoi. Donc il y a toute cette partie-là de la population qui n'attribue qu'une importance limitée au sens du travail, et puis toute une autre partie que vous avez peut-être entendue si vous étiez dans cette salle-ci pendant les ateliers d'hier,
par la voix de Floriane Rodier, qui est représentante de la JOC, qui en fait n'a pas le loisir de se poser la question du sens de son travail parce qu'elle est dans une urgence sociale qui est simplement trouver un CDI pour pouvoir survivre et pour pouvoir avoir une place dans la société. Donc l'utilité, en tout cas en France, la question de l'utilité du travail a du mal à être posée. Alors la question c'est pourquoi est-ce que ces activités inutiles existent? David Graeber, dans son livre Bullshit Jobs, explique, alors c'est une explication qui est partielle, mais il nous dit on vise systématiquement le plein emploi parce qu'on considère que le travail a une valeur intrinsèque. Je considère que c'est vrai que le travail a une valeur intrinsèque, pas forcément sous sa forme de travail salarié, sous la forme particulière du CDI. Et donc il nous dit la multiplication des jobs à la con ou des bullshit jobs vient précisément du fait que on pense communément que tout travail, quel qu'il soit, est un devoir sacré et donc par conséquent préférable à pas de travail du tout, en tout cas préférable à pas d'emploi du tout. Évidemment, donc ça c'est la croyance, enfin c'est notre opinion de façon générale. Quand il s'agit de notre emploi à nous, on a une opinion qui est toute différente et en fait on aimerait bien qu'il poursuive un but, qu'il ait un sens. Et quand on découvre que ça n'est pas le cas, David Graeber écrit dans Bullshit Job que ça nous décourage profondément. Et donc il pose cette autre question, si le travail n'est pas une valeur en soi, puisque le fait d'avoir un travail ne suffit pas à être heureux, pourquoi est-ce que c'est une valeur aux yeux des autres déjà? Et quand quelqu'un déclare que son travail ne vaut rien, ou qu'il n'apporte rien de bon à personne, qu'est-ce que c'est que cette valeur dont il parle? Est-ce que c'est vraiment la valeur économique? A priori, non. Il n'y a pas de valeur. C'est pas la valeur économique qui est en question, puisque justement on a rappelé la relation quasi inverse entre la valeur économique d'une activité et puis sa valeur sociale et environnementale. Et donc David Graeber résume en disant, sans y adhérer, mais résume un peu la doxa ambiante. Il dit si le travail tire une partie de sa valeur du fait qu'il est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, dans une espèce de relent de puritanisme, on dit plus on sue, plus on est méritant, alors symétriquement, toutes les choses qu'on a envie de faire sont de l'ordre du jeu, du hobby, du loisir, quoi. Donc en d'autres termes, toute activité à laquelle on est susceptible d'avoir envie de consacrer son temps ne mérite pas de récompense matérielle, y compris pécuniaire. Ça rejoint tout à fait ce qu'Yves Clos disait hier en citant Simone Veil. Il faut que la vie sociale soit corrompue jusqu'en son centre lorsque les ouvriers se sentent chez eux dans l'usine lorsqu'ils sont en grève, étrangers quand ils y travaillent. Alors, en un mot, pour qu'on ait le temps d'avoir une discussion, comment est-ce qu'on peut redonner une valeur subjective au travail, c'est-à-dire avoir un travail qui augmente la dignité du travailleur, et puis une valeur collective du travail, c'est-à-dire un travail qui contribue, qui a une utilité sociale et environnementale? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je pense qu'on peut se demander comment est-ce qu'on valorise la partie utile du travail. Une des réponses possibles, c'est déjà de se poser démocratiquement la question de ce qui est utile ou non, d'oser dire qu'en fait il y a vraiment des activités qu'il faut voir disparaître, parce qu'elles mettent en danger notre planète et qu'elles détruisent les travailleurs qui la font. Et de fait, à la fois dans le cadre normatif de l'OIT et dans le cadre normatif de la doctrine sociale de l'Église, quand on parle de travail digne ou de travail décent, peu importe, on se concentre beaucoup sur les conditions de travail. Et en fait, il est temps de se poser la question de la finalité du travail et de faire rentrer la finalité du travail dans la définition du travail digne ou du travail décent, puisqu'on est dans un contexte de crise sociale et environnementale et aussi de crise du sens. Donc il est temps de se poser cette question-là. Évidemment, cette volonté-là, que je présente très rapidement ici, suppose un changement de paradigme qui est très compliqué à mettre en place et que Gaël Giraud a rapidement présenté hier.
mais un changement de paradigme qui permet une valorisation financière en fonction de la plus-value sociale et environnementale des activités, d'une part, et qui permet aussi la valorisation sociale, c'est-à-dire par la reconnaissance, mais aussi la protection sociale, des activités utiles qui sont hors de l'emploi. La plupart des travaux montrent qu'il y a quand même une part du travail hors de l'emploi qui est non seulement majoritaire, mais qui en plus va croître, et qu'il est temps de savoir la reconnaître et aussi la protéger, et reconnaître qu'il y a vraiment une plus-value sociale et environnementale qui se trouve ici. Et là, je renvoie à l'intervention de ce matin d'Éloi Laurent sur la protection sociale. Il me semble qu'on pourrait étendre ce qu'il a dit au travail invisible auquel je faisais référence tout à l'heure. Je voudrais aussi vous référer dans le numéro de la revue Projet que j'ai présenté tout à l'heure, qui est sorti donc aujourd'hui, à un article qui me semble très intéressant, qui est une discussion, une interview croisée du fameux Pierre-Yves Gomez et puis de Marcel Gégère, qui est au CNAM dans la chaire du travail social, où il propose une vision du travail comme soin. Donc, évidemment, ça concerne le travail aidant, mais pas seulement. En fait, dans tout travail, il y a une part de soin, en tout cas une part de relation, qu'il faut savoir mettre en avant. Voilà, donc je vous propose, sans m'étendre là-dessus, c'est d'ajouter une piste. Gaël Giraud, hier, présentait une première piste qui est de voir le travail comme commun. Je vous propose de considérer cette deuxième piste dans ce colloque, de voir le travail comme soin. Alors, il nous reste 18 minutes à ma montre. Je propose de prendre 3 questions par 3 questions et on verra ensuite comment y répondre. Donc j'en vois une là. Pour l'instant, il n'y a que des hommes. Une là et une là. Donc la première tout à droite. Oui. Je voulais souligner à quel point l'exposé de Sébastien nous donne une grille extrêmement centrale pour comprendre beaucoup de choses dans le travail, mais plus largement dans notre société. C'est-à-dire ce fait que, au-delà même du travail, nous vivons dans une société de compétition. Et ce qui a été dit sur le travail, on peut le rapprocher du rôle joué par le sport dans notre société, sur l'évolution du système scolaire avec l'idéologie de l'égalité des chances. Et on peut penser que c'est quelque chose qui vient de loin et qui est à mettre en relation avec le déclin de la violence physique et donc le fait que depuis, et ça a été bien analysé prévu même par des philosophes au XVIIIe siècle, le fait de la volonté délibérée de faire jouer à l'économie et à la compétition économique le rôle d'un substitut de la violence physique des rapports sociaux, donc le terrain où se joue de manière légitime toute la violence entre les individus. Et je pense que toute cette logique qui existe au niveau des élites, évidemment, elle imprègne l'ensemble de l'organisation économique et elle permet d'interpréter assez facilement le constat de David Graeber, qui est qu'il n'y a aucune raison pour que la rémunération du travail ne reflète pas plutôt le lien d'une tâche avec la compétition globale plutôt qu'avec des critères d'utilité sociale. Parce que c'est évident qu'il n'y a aucun rapport direct entre l'utilité sociale d'une tâche et son lien avec la scène où se joue la guerre économique, la compétition de tous contre tous. Et je voudrais raccrocher ça également à une observation qui était faite hier par Vandana Shiva, qui est que si le PIB reste un critère indépassable de mesure de la performance des pays, c'est aussi parce qu'il mesure la capacité des pays à financer leurs dépenses d'armement, à financer leur armée. Donc il y a une logique de gestion de la violence à travers l'économie qui est absolument centrale et qui
évidemment, impactent y compris la question du sens du travail. Merci. Merci beaucoup pour l'ensemble des exposés. J'ai 2 commentaires. Monsieur Stinger, je me suis demandé pendant tout l'exposé quel âge ils avaient, ces personnes que vous avez enquêtées. Je ne les vois pas jeunes, 22 ans, 23 ans, parce que on reçoit, moi je suis dans un grand groupe, on reçoit beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants. Ils n'ont pas envie d'être addicts au travail, ils n'ont pas envie de CDI, ils ont envie de s'amuser, ils nous trouvent ringards, et pas qu'ils ne sont pas minoritaires. On n'arrive pas à les garder, on n'arrive pas à les motiver. Donc ils ont envie d'autre chose. Donc et je pense que même les consultants, les jeunes consultants 22 ans qui arrivent dans ces cabinets aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'ils ont été enquêtés, mais ils vont pas être sur le méritocratie, c'est ces mots que j'ai entendus, j'ai l'impression que c'est une autre génération déjà. Et l'autre commentaire sur le sens, j'ai bien entendu l'utilité sociale, j'ai bien entendu la finalité du travail, mais ce que je n'ai pas trouvé qui faisait que je suis sûre que ça nous a tous accompagnés comme sens, c'est que personnellement, qu'est-ce que j'ai développé comme talent, que je sois ouvrier, employé de banque, médecin ou artisan, qu'est-ce que j'ai développé en moi-même, dans ma façon de travailler, dans la façon de me rendre en relation. Et ce sens-là aussi, ce n'est pas à négliger, parce que c'est un sens plus à la portée et plus immédiat. Oui, merci pour vos interventions. En fait, j'avais 2 questions. J'ai pas entendu la proposition du revenu universel de base, alors, qui aurait pu conclure votre intervention, enfin, comme étant une des pistes. Alors, je m'interrogeais sur la raison de l'absence de cette proposition, de cette piste-là. Et puis la deuxième question, ça fait peut-être aussi référence à ce que disait Gaël Giraud hier, en nous incitant à penser une économie des communs. Avec un débat, je pense, autour de cette vision, de cette définition d'une économie des communs sur la rémunération de la contribution volontaire, qui fait débat, si je comprends bien, dans le mouvement des communeurs. Est-ce qu'il faut, par exemple, rémunérer les contributions volontaires à Wikipédia qu'on peut faire les uns et les autres, ou à d'autres communautés, où en fait là, il y a une production de contenu, mais qui n'est pas monétarisée, donc, et qui s'apparente davantage à du hobby à une forme d'activité économique. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces sujets, de ce débat-là? Merci pour tous vos commentaires et vos réflexions. Et pour apporter les précisions que vous demandiez, donc moi, les gens que j'interviewe, que je rencontre, ils sont jeunes. Enfin, ils ont entre 25 et 40 ans. Que on puisse trouver des gens qui se situent en opposition à cette obsession de la réalisation de soi dans le travail, c'est sans doute possible, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai observé. Et là encore, je rappelais, et ça revient quand on voit, par exemple, tout cet univers de l'entrepreneuriat, des start-up, on retrouve vraiment une vision de la réussite personnelle basée sur le travail. Donc, peut-être que là, les formes de légitimité sont plurielles, mais en tout cas, au sein des élites, je vois pas cette décroissance-là. En tout cas, je l'ai pas noté clairement. Et mon propos, effectivement, il est là-dedans. Il est de dire à la fois, d'essayer de prendre de la hauteur et de dire à la fois, effectivement, le mérite, c'est un principe de justice fondamentale. Mais effectivement, comment il peut être compensé par d'autres principes de justice? Mais effectivement, je voulais rattacher ça à l'idée qu'il y a, enfin en tout cas, que c'est lié à quelque chose d'individualiste et donc à l'observation, en dépit des discours, chez les gens que je rencontrais, un déclin des idéaux ou des collectifs et des institutions, en tout cas. Ça est vraiment
Oui, enfin en tout cas un individualisme, ça c'est sûr. Donc voilà, je ne sais pas si ça... Ouais. Ah ben tant mieux, enfin, ou pas, enfin en tout cas, ça peut évoluer, mais en tout cas, on l'observe pas aujourd'hui tout à fait, là encore, parce qu'effectivement, cette mythologie du sujet héroïque, acteur de sa vie, dont la réussite est le fruit de son effort individuel, et donc pas forcément nécessaire, alors que c'est pas forcément, enfin, on est toujours inscrit dans un collectif qui nous porte, mais donc, en tout cas aujourd'hui, ça me semble pas complètement, enfin, ça peut être en tension, mais c'est encore présent en tout cas. Alors déjà sur le revenu universel, je ne l'ai pas mentionné parce que je suis un peu mal à l'aise, moi, tout simplement parce que je ne suis pas tranchée sur cette question. Je trouve ça très intéressant comme proposition et très... Je pense que ça peut tout à fait aller dans le sens d'une valorisation des activités utiles, entre guillemets, même si utile, c'est pas le bon mot, parce qu'on reste dans une logique un peu capitaliste, quoi. Enfin, simplement, il y a quand même la grosse question du financement du revenu universel qui n'est pas du tout annexe et qui m'empêche d'y adhérer complètement. Mais c'est vrai que ça fait partie tout à fait des pistes. Il y en a d'autres, mais c'en est une, c'est sûr. Et sur la rémunération de la contribution volontaire, je pense qu'il faut explorer cette option. J'ai une petite réserve qui est de l'ordre du bon sens, qui est qu'en fait, quand on commence à quantifier et à vouloir rémunérer des activités qui sont au préalable gratuites, on sort de la logique de la gratuité et de la logique du don. Je peux pas m'empêcher de trouver ça un tout petit peu dommage et surtout, j'ai l'impression qu'on se retrouve comme dans une situation de divorce où tout ce qui allait de soi, qui était partagé, qui était de l'ordre du don, d'un coup on commence à dire bon, combien ça coûte et finalement qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, et on n'est plus en fait dans une logique de la contribution, mais vraiment de l'emploi, quoi. Et c'est en tout cas du travail rémunéré. Donc finalement, on change en rémunérant, on change toute la logique de la contribution première, quoi. Bon, mais j'ai pas assez réfléchi à cette question. Et puis ensuite, sur l'épanouissement personnel, en effet, je pense avoir dit une phrase qui était quelque chose qui ressemblait à on a beaucoup insisté dans l'OIT puis dans la doctrine sociale de l'Église sur les conditions de travail et pas assez sur la finalité. Et en effet, c'est sur les conditions de travail et l'épanouissement personnel qui est quelque chose qui est absolument central, et je suis d'accord, et qui est un des grands facteurs pour lesquels il faut défendre le travail. C'est parce que il y a vraiment, l'être humain se trouve quelque chose là dans le travail qui est de l'ordre de l'épanouissement, qui le fait grandir, qui le fait entrer en relation. Mais c'est quelque chose qui a été défendu depuis vraiment très longtemps par l'Organisation internationale du travail, dans la doctrine sociale de l'Église aussi, en particulier la grande encyclique de Jean-Paul II, Laborem Exercens. Mais ça reste quelque chose de très individuel. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas important du tout, mais je pense qu'il faut sortir de cette logique uniquement individuelle et uniquement, en tout cas dans un cercle restreint de relations, et se poser la question de la finalité du travail et du but du travail. C'est ça que je voulais dire. Mais en effet, vous avez raison. Oui, moi je ferais juste un complément à deux questions. L'une en revenant aux travaux de David Graeber et à son livre justement sur la question du revenu universel de base. C'est l'une des, je crois que c'est tout le dernier chapitre, si je ne me trompe pas, qui est un plaidoyer vibrant pour le revenu universel, pour justement concilier l'idée qu'il y a des travaux qui ne sont pas valorisés socialement. Et là-dessus, on retombait aussi sur le témoignage de la JOC d'hier, de dire on est obligé de prendre un travail pour se nourrir, ce que David Graeber pose comme condition pour que les personnes qui ont des travaux qu'ils ressentent comme inutiles puissent les quitter et s'adonner à des travaux qui ont une valeur sociale sans mettre leur intégrité physique, leur droit au logement, leur droit à l'alimentation en jeu, c'est par le revenu universel. Donc effectivement, c'est une question sur laquelle David Graeber
voient comme une sortie pour que aussi la personne qui n'a pas de travail mais qui contribue à Wikipédia et qui s'occupe de ses enfants et qui gère une association de façon bénévole puisse réconcilier une logique de don avec une logique d'activité. Moi, j'avais juste... et donc là-dessus, par contre, résultat, en ce sens, le revenu universel de base permet de ne pas marchandiser l'ensemble de nos relations sociales, et c'est tant mieux, et parce que avoir une rémunération au cas par cas pour chaque petite interaction sociale, contribution Wikipédia, association, etc., est extrêmement dangereux. Et là-dessus, je vous invite à aussi lire l'ouvrage de Michael Sandel, dont vous avez peut-être entendu parler, philosophe à Harvard, qui fait des conférences qui sont disponibles sur YouTube, qui sont extrêmement connues, mais qui a écrit un livre qui se lit aussi très bien, qui s'appelle « Ce que l'argent ne saurait acheter », et qui montre comment le fait de monétiser, de donner une valeur pécuniaire à quelque chose qui n'en avait pas auparavant, pervertit et corrompt la valeur du bien. Par exemple, dans le don du sang a chuté aux États-Unis après qu'il soit devenu rémunéré par rapport à des pays dans lesquels le don du sang est un don qui n'est jamais sujet à rémunération. Parce que la valeur du bien devient corrompue à partir du moment où elle est monétarisée. Donc la solution de Graeber est de donner un revenu universel pour que les gens puissent sortir des travaux inutiles et ça donne des activités utiles. Et après, juste un tout petit point, je sais, sur la question du déclin de la violence physique, j'apporterai une nuance alors peut-être que je ne sais pas déjà comment on pourrait quantifier des violences, et je pense que ce n'est pas une bonne chose à faire de faire une somme de toutes les violences physiques mondiales. Mais par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on a l'impression dans le contexte français que la violence diminue, dans une perspective internationale, le système économique actuel produit une violence de plus en plus importante. Un simple chiffre peut-être, en l'année 2018, 321 défenseurs des droits sont morts pour s'être opposés à des projets économiques. 321, donc des syndicalistes qui se font tuer, des défenseurs de l'environnement qui se font tuer, des défenseurs des communautés autochtones qui se font tuer parce que s'opposent à des projets dans l'agroalimentaire, dans le domaine extractif, etc. Donc c'était juste pour... et je pense qu'on est d'accord en plus. Non, mais c'est juste C'était simplement la tendance connue et séculaire dans les pays européens sur deux siècles et en se centrant sur les homicides. Oui, voilà, donc peut-être qu'effectivement, dans un domaine européen, mais c'était juste pour qu'on se rappelle, hors du cadre français, que l'économie dans laquelle on vit est extrêmement violente et coercitive. L'exemple du Rana Plaza, où ces femmes ont été obligées de re-rentrer dans un bâtiment qu'elles voyaient comme dangereux, montre bien la coercition à l'œuvre. Donc on va prendre une autre série de questions. Je pense qu'on en a encore on a, 3 minutes. Oui. Oui, c'est juste pour dire un mot qui n'a pas encore été dit, il me semble. En fait, sa vraie nature, quand on lui a retiré je sais pas quoi, qu'on dit qu'on achète quelque chose, non, quand on dit que quelque chose est vendable, enfin bref, quand on a compris qu'on s'est trompé de ce point de vue, eh bien, on revient à la vraie nature du travail, qui est un don. Je crois que le mot n'a pas été entordonné. Et ça ouvre des horizons de voir que, en fait, quand on veut travailler, on veut donner. On veut donner une faculté qu'on a en soi, une intuition qu'on a en soi, un savoir-faire qu'on a en soi, et on veut l'offrir à la communauté. Vous serez d'accord ? Enfin, il me semble qu'on peut ajouter ça du point de vue éthique, hein, de réaliser cela, que on va sur le marché du travail, pas du tout pour l'échanger contre des sous. La vraie raison, c'est qu'on veut donner de soi. Et c'est pour ça que c'est un martyre d'être au chômage. Parce qu'on ne peut plus donner ce qu'on a au fond de soi et qui peut être utile aux autres. Oh, une autre question là. Oui, merci. Juste par rapport à la question de la méritocratie, je voudrais dire que la perte de sens des élites est relativement, s'élève à peu près à une trentaine d'années, mais guère plus.
Marcel Gaucher, dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle « Comprendre le malheur français », met en valeur la perte de sens des élites dans un système plutôt méritocratique comme il existait déjà en France. Ce que je voulais dire également, c'est que vous n'avez pas du tout abordé les questions du paradigme technocratique tel que le pape le dit avec le penseur Guardini, où Jacques Ellul a également beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait que la technique implique une mode d'organisation et une forme de mise à l'écart de l'homme dans sa valeur humaine, qui est un élément, je dirais, sur lequel il faut pouvoir prendre en compte. Donc voilà, juste savoir si pour vous ce sont des éléments qui parlent ou si c'est pour vous des référentiels déjà passés. Et on va prendre la dernière question au premier rang. Désolé, je pense qu'après on écoutera les réponses de Sébastien et Louise et on sera hors délai. Oui, en fait, le monsieur m'a coupé l'herbe sous le pied parce que moi, je voulais aussi poser la question du rapport. En fait, je voulais avoir votre avis sur le rapport entre la technologie et cette déshumanisation, entre guillemets, du travail. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser ces gens veulent devenir des robots. En fait, quand je vous ai entendu discuter et exposer vos points de vue. Et aussi, j'aurais bien aimé aussi avoir votre point de vue sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est le nouvel Eldorado. On en entend parler partout. Et juste pour avoir votre avis là-dessus. Merci. Rapidement, je suis d'accord avec ces deux remarques et elles m'intéressent en tout cas beaucoup pour le sujet que j'observe. En tout cas, celui de la technique. Puisqu'il y a ici l'importance de technique, c'est sûr, managériale, de mode de gestion, financière, il y a tout ça. Mais même au-delà, effectivement, ce qui m'intéresse, dont je n'ai pas parlé ici, c'est le souci qui s'applique là aussi à eux-mêmes de rationalisation de leur existence. C'est-à-dire, et effectivement, ils peuvent le dire, et c'est une dénomination flatteuse de dire... par exemple, she is a machine, ou elle est une personne qu'elle est un robot, en effet. Et ça, c'est vrai que, en tout cas, là, je n'ai pas développé, mais il y a vraiment toute une façon d'organiser son existence de manière à la fois, rationalisée dans le temps, dans l'usage du temps, dans l'usage des loisirs, dans l'usage, je ne sais pas si c'est ça. Ce à quoi vous pensez, mais dans la transparence aussi qu'on doit faire, dans la maîtrise de soi-même qu'on s'applique, pareil par des techniques managériales qui visent à, par exemple, je pense à ça, parce que ça va, d'ailleurs ça s'adosse en tout cas à une sorte d'idéologie scientiste, on pourrait dire, qui consiste à effectivement maîtriser l'homme. Et qui s'appliquent eux-mêmes. Donc, par exemple, ils vont utiliser des techniques de psychologie cognitive ou comportementale, par exemple. Dans sa cabinet, par exemple, dans chaque consultant, par exemple, va mettre le nom, par exemple, de son profil MBTI. C'est un profil psychologique qui vise là encore à fluidifier les rapports sociaux, à éviter les accrochages. Donc, en tout cas, c'est des techniques managériales et ça m'intéresse, et là-dessus, Jacques Ellul n'est pas du tout dépassé, ou en tout cas oublié. Donc voilà. Bon, alors, très rapidement, Madame, sur le travail comme don, mais tout à fait, c'est ça, je pense que quand je dis le travail comme soin, ça rejoint tout à fait l'idée que vous avez en tête. Le travail comme service finalement, mais je ne dis pas service parce qu'on pense à l'économie des services, mais le travail comme don, comme soin, très bien. Mais vous dites on n'est pas sur le marché du travail pour les sous, mais pour le don, malheureusement on est sur le marché du travail pour les sous. En fait, justement, la lutte, elle doit se placer là pour que le travail redevienne un soin. Et sur le paradigme technocratique, je pense que je suis d'accord avec vos deux remarques. En tout cas, quand la technologie, pas la technique évidemment de manière générale, puisque la technique quand même a permis de réduire la pénibilité du travail, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais quand la technologie est indexée sur le progrès économique et du coup aliène l'homme au sens où elle fait fi de du bien-être du travailleur et de la relation du travailleur à ce qu'il fait, de la relation aux autres,
mais au contraire coupe cette relation, là c'est quelque chose de très dangereux et qu'il faut savoir indexer non pas sur le progrès économique, mais réindexer sur le bien-être, ou en tout cas le travail humain, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Sur la question de l'intelligence artificielle, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire un livre d'Antonio Casilli qui s'appelle « En attendant les robots », dans lequel il travaille sur les micro-travailleurs du clic et de comment des travailleurs entraînent les machines dans l'intelligence artificielle. Et voilà, ce sera la fin de cette session.